Bonjour et bienvenue à notre nouvelle saison de Qu'en pensez-vous? L'émission d'actualité où, avec des panélistes de qualité, on va faire le tour de l'actualité, on va réfléchir, donner des pistes de solutions, dire ce qu'on en pense et aussi revenir sur qu'est-ce qui s'est passé. Et pour commencer la saison avec moi, j'ai aujourd'hui Raphaël Badoé. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, Pierre. Très content que tu sois de retour avec moi. Il y a eu des beaux aussi. commentaires toute la saison passée sur ta participation à l'émission. Et puis, j'espère que tu pourras encore amener ton éclairage sur l'actualité du coin et de partout à travers la planète. C'est un travail d'équipe. J'espère qu'on fera encore partager nos points de vue. Ben oui, il faut. C'est important, non? Mais tu sais, on parle beaucoup de débattre là-dedans, mais moi, je trouve ça sain, le débat. Tu sais, c'est normal dans la vie de ne pas être d'accord. Il faut que ça fasse avancer les idées. Fait que si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, prenez-le de manière positive. On est là pour réfléchir, puis ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a raison. Hein? Donc, aujourd'hui, on a plein de sujets, autant au niveau local, provincial, national et international. J'ai des gros sujets internationaux que je veux me rendre aujourd'hui parce qu'il y a vraiment des belles choses qui se passent. Passez un bel été? Très bien, bel été. Écoute, merveilleux. Un petit voyage. Oui, toi aux États-Unis, aux moi aussi. États-Unis. Petit voyage, d'aller en Arménie, découvre le monde. C'est fantastique. Bon. Donc, on est parti là-dessus. Donc, actualité régionale, on en a plein. Quelque chose sur lequel mon regard s'est porté cette semaine, c'est le retour du projet de mini-centrale sur la 11e chute. On sait que c'est un projet qui était dans les cartons depuis longtemps, qui avait eu des études, etc. Et là, quand le PQ est rentré au pouvoir, on a dit non, on ne le fait plus, on garde seulement celui de Val-Jalbert. Il y a une contestation, etc. Il y a même eu, lors des dernières élections au suffrage universel, le préfet de la MRC avait demandé qu'il y ait une demande auprès de la population pour voir si les gens étaient d'accord. Résultat de 80 en faveur. Ben, la population était en faveur. Est en faveur. J'ai même participé à la consultation publique. Ah, tu vois, une chance, c'est pour ça que tu es ici. Et là, ça revient sur le tapis. On parle même de refaire un pont. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu as vu le projet de proche? Écoute, moi, j'ai participé à la consultation publique, puis la population, l'acceptation sociale du projet a été faite. La population voulait le projet à près de 80 Puis, non seulement la population a voulu le projet, mais on s'entend que le Premier ministre également en a fait, et également Une promesse électorale. Une promesse électorale. Donc, ça va de soi que, fort de ce que la population a dit par rapport au projet, puis également le Premier ministre a été élu, c'est sans compter. Alors, ça va de soi que ça soit reconduit comme projet. Ça fait le bonheur des petites municipalités, puis de notre MRC. Alors, pourquoi pas? Je n'ai pas de commentaires. Non, mais ça va être un super levier économique pour eux quand même. Oui. C'est sûr qu'il y a des éléments à voir là-dedans, mais pour la petite municipalité, je sais qu'il y a la municipalité de Notre-Dame de Lorette, la municipalité de Gérardville, puis toute la MRC, qui sont partie prenante de ce projet-là. Donc, c'est des retombées. Moi, je pense beaucoup. Bien, Gérardville, c'est une municipalité que j'aime bien, mais ça va quand même bien à Gérardville. Mais je pense à Notre-Dame-de-Lorette, qui est considérée comme dévitalisée. Oui. Je trouve que ça va vraiment donner un bon coup de pouce. Là. Bien, c'est servi de levier, c'est les retombées économiques qui vont servir d'investir dans d'autres projets. Écoute, des services de proximité que ces municipalités n'ont pas, surtout Notre-Dame-de-Lorette, et ça peut leur permettre plus tard d'investir, mais de poter dans de gros projets. Pourquoi pas? On dira bravo. Bravo. La semaine dernière, on a le premier ministre, Philippe Couillard, premier ministre du Québec, qui est aussi notre député, qui a décidé de faire une journée porte ouverte dans ses bureaux à Saint-Félicien et à Dolbeau-Mistassini. Es-tu passé? Es-tu allé? Moi, je suis pas allé. Je n'ai pas eu le temps au bureau pour participer. Mais écoute, c'est toujours l'opération séduction. Oui, c'est ça, hein, parce que ça sert en fait à rien à part se rapprocher de la population, tenter le pouls des gens. Écoute, les gens ont souvent l'impression qu'il y a une distance entre les politiciens puis eux, surtout que chez nous, on a le député qui est en même temps le Premier ministre. Alors, pour briser peut-être le mur, bien, ce qu'il peut y avoir entre la population et puis l'élu, mais je pense que c'était une opération pour rapprocher les citoyens de leurs députés. Et au-delà du Premier ministre, pour dire, parce que le Premier ministre voulait montrer aux gens qu'il est accessible. Oui. Non, puis il y a aussi, je pense qu'il fait un effort pour être ici au moins une journée par semaine. Oui, je pense que à chaque activité des municipalités, les fêtes, les festivals,
il fait l'effort d'être là. Ça, c'est à souligner. Moi, je l'avais vu à Péribonka, à l'eau Péribonka. Il était là, très accessible. Également à 125e d'Albanel. Écoute, il fait l'effort. Ça, c'est à souligner pour quelqu'un. On s'entend qu'il doit avoir un agenda assez... Oui, puis c'est pas toujours lui qui mène son agenda. Fait que peut-être... En tout cas, j'espère qu'il va continuer à faire ça, mais j'imagine qu'à un moment donné, il va y avoir des périodes où ça va être plus difficile. Ben, pour ce début, on s'est dit, bon, il essaie. Ouais. Je peux encore dire bravo. On verra la suite. On a les élections scolaires qui s'en viennent. Tu sais, à la commission scolaire, les élections pour élire les commissaires et puis un nouveau président, parce qu'on sait que M. Rousseau s'en va quitter après 27 ans de service, dont 22 ans comme président de la commission scolaire. Un des problèmes qu'on a avec les élections scolaires, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont voter. C'est la participation. Pourquoi aller voter aux élections scolaires? Bien, je pense qu'il reste encore un travail de pédagogie qu'on doit faire avec la population. Que les gens comprennent que les budgets votés par la commission scolaire, il faut qu'ils participent, il faut qu'ils... Parce qu'ils les payent, les taxes scolaires, là. Ben écoute, c'est des sous que ces monsieur et madame gèrent. Il faut qu'ils participent, puis qu'ils donnent mandat, plein mandat aux élus pour que ces personnes-là disent, écoutez, on a été 3-2 sur le même siège. C'est moi qui ai été élu, les gens ont confiance en moi, alors c'est moi qui les représente. Il faut que je fasse une bonne gestion également. Les coupures, on sait que bientôt, écoute, on ne sait pas ce qui nous attend, mais tout le monde est frileux par rapport à ce qui va arriver comme coupure. Alors donnons mandat à ces représentants qui viennent. Puis aussi un mandat fort, parce que c'est certain que si tu es élu avec 12 des gens qui vont voter, c'est pas une grosse légitimité. Bien, les gens pensent qu'il n'y a pas d'enjeu, mais c'est la première étape d'une participation citoyenne. Oui, garder les petites écoles ouvertes, le transport scolaire, la qualité de l'enseignement. Écoute, on nous donne la chance de participer à des choses qui sont proches de chez nous. On s'entend que pour le député, c'est à Québec que ça se passe, mais là, c'est proche de nous. Ouais. C'est des gens qui vont décider des services qu'on va offrir à nos enfants. Alors, pourquoi ne pas participer? Alors, je pense que moi, je vais lancer un appel à tous les citoyens. Sortez massivement, allez voter, puis encourager ces bénévoles. Qui travaillent pour la commission scolaire. Penses-tu que si on mettait, on faisait un peu comme les États-Unis, puis quand on va voter, par exemple, au municipal, on devrait voter en même temps pour le scolaire? Tu sais qu'aux États-Unis, quand tu vas voter, tu votes pour le shérif, le chef de pompier, puis tu as à peu près 50 votes à faire, c'est peut-être trop, mais est-ce que ça donnera un engouement ou une plus grande légitimité parce qu'il y a plus de gens ils vont voter pour les municipales, puis en même temps pourraient voter pour le scolaire? Je ne sais pas si ça peut être une solution. Peut-être une question de gestion de l'équipe. Les gens, quand il s'agit de la politique, ils se sentent plus interpellés. Ouais. Mais pour eux, ce n'est pas un jeu politique, donc ça ne nous concerne pas. Ouais. Mais il reste encore la sensibilisation à faire de ce côté-là. Il faut qu'on mette l'emphase au niveau de la sensibilisation de la population. Pour expliquer l'importance. L'importance, c'est nos budgets, c'est nos taxes. Non, puis on le sait, c'est tellement une solution, l'éducation, dans le monde, en fait, je pense qu'il y aurait beaucoup de conflits qui n'existeraient pas si les gens avaient Québec, c'est tellement loin, puis la commission scolaire, c'est à côté de chez nous. Ouais. Donc, c'est nos sous prélevés directement. Ben, prélevés. Pour nos enfants ou les enfants des autres, des fois, on dit « j'ai plus d'enfants, pourquoi je m'en mêlerais? » Mais c'est la qualité, en fait, de vie des générations futures là, qui... Mais au même moment, c'est également une suite logique de la crise politique que nous vivons qui fait que les gens, tout ce qui est public, ils sont moins en moins intéressés à participer en disant « ben, regarde. » Et c'est pour ça qu'on fait cette émission-là, pour changer les choses. On veut que les gens s'intéressent aux affaires sociales, culturelles, à l'actualité, parce que c'est important, je pense. Espérons qu'ils vont nous écouter, qu'ils vont essayer de participer pour cette fois-ci, pour hausser le taux de participation pour ces élections. Donc, faites-nous mentir et allez voter en bloc aux élections scolaires. Je crois que c'est le 2 novembre. C'est le 2 novembre. Oui, donc manquez pas ça. Je confirme. Hey, la chasse s'en vient. Est-ce que tu trouves que c'est drôle, c'est un drôle de sujet, la chasse? Est-ce que tu vas à la chasse? Écoute, tu vas te surprendre. Je viens de passer mon permis de... Moi, je l'appelle prédateur officiel, reconnu par l'État. Reconnu par l'État. Écoute, j'ai passé mon examen, ça fait 4 semaines. Okay. Puis j'ai eu mon permis de chasseur. Fait que, ça veut dire que tu vas être à ta première chasse cette année? Ça va être ma première chasse. J'attends de convaincre encore ma blonde pour la suite, mais j'ai franchi l'étape de passer mon permis.
quand on vit dans une région où ça fait partie des activités qu'on met, je pense que... C'est fou ici, là, c'est une religion. Là. On dirait que la Terre arrête de tourner pendant la chasse. C'est hallucinant. Ça fait partie de la culture, hein? Ouais. La forêt. On vit à côté d'une ressource où, si ce n'est pas le bois, c'est la faune. Donc, on exploite et la flore et la faune en même temps. Mais c'est une activité puis qui génère, écoute, des millions. Ouais. Les permis, je pense que c'est une activité assez lucrative également pour le gouvernement. Et, je suis un partisan, mais comment ça se passe, j'ai aucune idée. Mais il y a un engouement. Quand moi je suivais le cours, je m'attendais à avoir un groupe d'une quinzaine de personnes qui suivaient le cours, mais non, la salle était pleine. Ah oui. On était à peu près une bonne cinquantaine qui suivaient le cours pour obtenir le permis. Il y a même eu des gens qui ont quitté Saguenay parce que là-bas, il y a peu de place. Ils sont venus passer l'examen ici, à Dolbeau-Mistassini. Ouais. C'était extraordinaire de voir que, oups, ce n'est pas 10 personnes. Tu as dû prendre des petits trucs de chasse en même temps? Ben, j'en ai appris, mais j'avoue que pour ce début, je serai là beaucoup plus en observateur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la chasse à l'oie, le petit gibier. Oui, pour commencer. Pour commencer. Ben, tu me donneras des nouvelles de ta chasse. Moi, je suis zéro un chasseur, je dois le dire. Là. J'ai peur des armes à feu. J'ai touché une fois une arme à feu. J'étais dans un bunker soviétique en Lettonie, puis c'était quasiment comme aller à la ronde. Là. Mais moi, je te dirais que c'est la peur qui a fait que je me suis dit, il faut que je le touche. Oui. Je la touche, l'arme, puis qu'on me dise, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça qui est important. Puis les instructeurs, ces deux madames, écoute, bien à l'aise dans l'enseignement. Écoute, c'est 2 jours de formation, mais bien pleine, avec 2 bons documents. Mais c'était bien, je suis plus à l'aise. La crainte, je pense que moi, ça me permet d'affronter ma peur par rapport à... Mais c'est intéressant. Oui, non, mais il faudrait que j'essaie un jour, parce que je dois avouer que c'est ça, j'ai tenu une arme une fois, c'était une Kalachnikov, puis c'était pour le plaisir de tirer. Et j'ai quand même eu du plaisir. Je l'ai essayé, maintenant, je suis jamais allé à la chasse, mais je suis allé avec quand je travaillais avec les Inuits, je suis allé les voir chasser, ça m'intéressait beaucoup. Tout ça pour dire, amis chasseurs, amusez-vous, profitez de la chasse encore cette année, mais surtout, soyez prudents. Soyez parce que les accidents de chasse, c'est triste. C'est triste. Oups. Oui. Mais je vais encore... Écoute, j'ai découvert que dans les statistiques des accidents, il y a moins d'accidents au niveau de la chasse que les autres accidents que je fais. C'est quasiment moins de 5%. Ah oui. Ça m'a surpris également de constater que le taux de suicide lié aux armes à feu, c'est très... On dirait que je fais la campagne pour les chasseurs. Hein? Non, mais c'est correct, mais en même temps, il faut le dire, hein? Il y a des gens qui ont des armes à feu et ils l'utilisent de manière responsable. Oui. Tout le débat concernant les armes à feu, je pense que c'est vraiment pas pour les chasseurs, mais plutôt pour... C'est plus la sensibilisation. La sensibilisation. La sensibilisation. Ouais. Donc, bonne chasse à toi. Merci. On a la Ligue d'improvisation dolmissoise qui change de domicile. On sait que ça faisait 2 ou 3 ans qu'ils étaient dans la salle de spectacle à Dolbeau-Mistassini. Et maintenant, ils vont être au Coureur des Bois, donc à la microbrasserie. On sait que Louis Simard, propriétaire, est un fan d'impro. On le voit toujours au Bol d'Or. On avait encore le Punch Club là dernièrement. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi on déménage? Bien, là, ce que j'ai compris, c'est que la salle, ça leur revenait plus cher. Je ne veux pas faire de critique, mais en principe, c'est des structures que nous avons dans le milieu qui doivent servir d'abord aux organisations qui sont dans le milieu. La salle de spectacle doit pouvoir répondre à ce besoin. Sauf qu'il y a des coûts liés également à la gestion de la salle. Je comprends très bien que c'est les coûts, mais trouver un moyen de permettre à ces organisations également de pouvoir trouver leur place, de s'en servir. Parce que la salle de spectacle, s'il n'y a personne dedans, elle coûte quand même quelque chose. Ça coûte toujours quelque chose. Fait que pourquoi pas meubler? En tout cas, trouver une façon, hein, ce n'est nullement une critique, non. Mais trouver une façon pour que ces petites organisations également qui font le spectacle et qui sont des organisations locales puissent trouver une place, présenter un spectacle digne. Parce que c'est tout le monde qui paye pour cette salle-là, donc il faudrait que tout le monde puisse en profiter. Puis je peux comprendre là, qu'il y a une question d'argent, ça, on est d'accord, ça prend un concierge, ça prend de l'éclairage, etc.
Mais je pense qu'il faudrait trouver une manière pour que la salle puisse... Peut-être au niveau de la politique de gestion de la salle, qu'on peut trouver une façon pour que tout ce qui est spectacle, les spectacles locaux, les producteurs locaux, puissent trouver également une façon d'aller se produire. Oui, puis une façon d'aller se produire en n'étant pas toujours bénévole. Mais Parce qu'un des problèmes, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut payer des gens. Puis moi, je trouve ça normal de payer des gens qui travaillent. Puis c'est rien contre le bénévolat, je trouve ça important aussi, mais des fois, c'est difficile de dire, on va monter un projet, mais là, il faut que ça soit viable, mais en même temps, écoute... le bénévolat, ça limite. C'est ça, je pense que oui. Mais la Ligue d'improvisation, écoute, c'est des activités qui aussi peuvent attirer des gens de l'extérieur. Hein. Puis ça aussi, il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Les gens vont quitter Allemand, vont quitter les autres municipalités pour venir assister au spectacle ici. Donc, il ne faut pas fermer la porte parce qu'il y a un souci de rentabilité lié à la salle. Ouais. Mais, en tout cas, il y a, pour que ça soit rendu au coureur des bois, il y a un bon et un mauvais côté, selon moi. Le bon côté étant que la Ligue attirait entre 50 et 60 personnes. Dans le hall de la salle de spectacle, c'était peut-être grand, ça faisait des foules dispersées. Oui. Dans l'ambiance du coureur des bois, pour l'avoir vécu il y a 2 semaines avec le Punch Club, je pense que c'est vraiment, l'ambiance va être vraiment survoltée. Mais le côté négatif, c'est qu'ils vont être obligés d'abandonner les matchs des jeunes parce que c'est un lieu pour 18 ans et plus. Peut-être que le sens civique également peut être aussi une solution. Là, tu sépares ton public si tu fais 2 soirées. En tout cas, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, trouver une solution. On va essayer de les faire venir pour les avoir en entrevue, non, mais pour être capable de voir ça. C'est ça le truc. Les invités peuvent avoir le point de vue. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une autre salle? Si la salle de spectacle est trop grande, une autre salle intermédiaire qui reviendrait moins cher, où ils vont se baser. Oui, qui veulent peut-être être producteurs aussi, tu sais. En tout cas. C'est sûr que la salle de spectacle est vendeur. Ah hein? oui. Quand tu fais un spectacle à la salle de spectacle, on dit « Ah, vous produisez où? La grande salle. » Waouh! Ouais. Ben, ça coûte des sous. Oui, c'est clair. Lockout chez les concessionnaires, on sait, ça fait 18 mois, ils s'en vont sur le 2e hiver. Là, on parle, il y a du grabuge, on a changé un peu les politiques, là, on ne sait plus qui tout le monde s'accuse. Mais le pire là-dedans, c'est qu'en 18 mois, il y a eu 0 minute de négociation. Moi, c'est ça qui me fascine dans ce conflit-là. Quand tu parles, tu entends les gens à la radio, c'est tout le temps « Oui, nous, on veut ça, on veut négocier, on veut s'arranger, on veut que ça se règle. » Mais on dirait que personne ne veut vraiment que ça se règle. Tout le monde reste sur ses positions. Mais ça bouge. Ça bouge parce qu'on a nommé un conciliateur, parce que là, le politique commence à s'en mêler. Le ministre Samamad, elle les a convoqués, il veut qu'ils se parlent. Mais je trouve que ça a pris trop de temps avant que le politique ne s'en mêle. Oui, c'est vrai, c'est un conflit employeur-employé, mais il y a des limites. Mais surtout si ça ne négocie pas. Moi, je suis pour que le politique intervienne plus rapidement s'il n'y a aucune négociation. Je veux dire, après 3 mois, aucune négociation, j'aurais fait quelque chose. Ça fait 18 mois. Ça fait 18 mois. Il n'y a pas que les travailleurs qui sont en cause, mais c'est des familles en arrêt de ces travailleurs-là. Oui. Puis c'est le milieu également qui perd des sous parce que c'est des gens qui consomment, qui dépensent. Donc, c'est un manque à gagner pour le milieu. Oui, puis c'est pas rien que ça. C'est quand ils vont revenir au travail, là, comment tu penses va être l'ambiance dans ces... Écoute, moi, je n'irais même pas... Les députés qui sont dans le coin, pourquoi ne pas se saisir de ce sujet-là depuis toujours? C'est les premiers à être interpellés par un conflit qui se déroule sur le plan local avant que le ministre n'intervienne. Mais il n'y a personne qui s'est prononcé par rapport à ça. Les gens ont tous parlé, mais on dirait qu'on a... je sais pas. Mais il y a comme un malaise. Ouais. Il n'y a personne qui veut être taxé être du côté des travailleurs ou bien du côté des concessionnaires. Alors, mais moi, sans être d'un côté ou de l'autre, je suis du côté des gens qui veulent trouver des solutions. Ben, provoquer la discussion. Ben oui. C'est provoquer la discussion. J'espère sincèrement que c'est la dernière fois que j'en parle. J'en parle vraiment souvent de ça. On en a parlé. On en a parlé. Oui, mais c'est parce que c'est d'une absurdité, en fait. Là. Puis pas le conflit, là, mais le fait que personne ne se parle. Comment veux-tu régler quelque chose? On dirait qu'il y a de la mauvaise foi. Je ne veux pas dire d'où, mais en tout cas. Le sujet chaud de l'été, hey, les voyages à Nice des conseillers municipaux de Saguenay. C'est étrange parce que Jean Tremblay est un gars qui est reconnu pour un peu vraiment bien connaître sa machine, connaître les gens avec qui il travaille. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui y manquent.
Et là, on dirait que c'est des tuiles qui commencent à tomber pour l'administration Tremblay. Écoute, ici, ce qui est facile à comprendre là-dessus, c'est le nombre de mandats que font ces élus. Ouais. Ça pose la question de limitation de mandats. Quelqu'un qui fait 2 mandats qui s'en va, je pense qu'il y a des choses que tu ne feras pas. Mais quand ça fait longtemps que tu es là, il y a comme un sentiment d'impunité, que tu es toujours là. Oui, surtout si c'est la même gang, tu sens que... Puis c'est la même. Je n'ai rien contre ces messieurs-là qui font un travail formidable. Mais parfois, quand tu es là trop longtemps, tu fais moins attention. Tu ne réalises pas les limites, en fait, de ton travail. Tu n'arrives pas à réaliser les limites. Comment les gens vont réagir? Parce que si c'est quelqu'un qui est là, tout nouveau, il va dire non, 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 je ne peux pas aller avec vous autres. Voyager à Nice, aller pour... Dans quel but? Tu dois te poser 1001 questions avant de te lancer. Mais là, on ne sait plus qui dit vrai. Mais c'est dommage parce que ça les entache. Monsieur Noël, écoute, c'est quelqu'un qui s'implique dans son milieu, qui est apprécié, c'est vrai. Mais là, tu viens te salir un peu par d'autres sujets. Et tu dis, mais là, par rapport à ce qu'il fait, il fait un beau travail. Mais si tu fais 2 mandats, puis après, tu dis, écoute, c'est assez, j'ai fait 2-3 mandats. Tu sais, à un moment donné aussi, le dire, je le sais pas, je pensais pas que c'était pas correct, il y a toujours bien une limite. Moi, je pense à Fabien Ovington, qui se peut d'aller voir des gens scier du bois en Norvège, mais finalement se retrouve dans un show de bateau à Nice. Je veux dire, je peux pas croire qu'à un moment donné, il se dit pas, hey, je suis en train d'en passer une bonne à mes concitoyens. Ben, c'est un sentiment d'impunité. Oui. C'est comme si je suis là, inamovible. Il n'y a personne qui peut venir me déboulonner. Alors, je fais confiance à mon jugement personnel, puis je m'arrête là. Non, ce n'est pas assez. Donc, moi, il faut régler la question de limitation de mandat pour les élus. Écoute, tu fais 2 mandats, laisse la place à quelqu'un d'autre. Puis, les gens feront très attention au niveau de la gestion de la chose publique. Oui, moi, je suis d'accord aussi avec la limitation de mandat. Je trouve qu'à un moment donné... bien, au fait, ça amène la question aussi au niveau des solutions. Quand ça fait 20 ans, par exemple, que tu es là, tu vas toujours trouver les mêmes solutions aux mêmes problèmes. Fait que tu ne sors plus de tes paradigmes pour essayer de te renouveler dans ta manière de gérer les choses. Tu fais toujours moins attention. C'est clair. De là, je vais sauter à l'international tout de suite parce que j'ai le goût qu'on en parle, puis on viendra au national. Comme ça, si on manque de temps, on pourra y revenir parce que les choses du national, pas que ce soit intéressant, mais je veux qu'on parle de l'épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest parce que ça fait longtemps qu'on entend parler de l'Ebola. Il y a eu, je pense que c'est 88 ou 89 les premières fois qu'on voit arriver ça, mais c'est des... Bien, c'est au Cameroun, on a entendu parler... Mais ça a été contrôlé quand même rapidement. Très rapidement. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Parce que c'est dans les villes, parce que c'est... Il faut distinguer que dans ces pays, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, c'est des pays qui ont encore des forêts denses. Ouais. Puis dans ces forêts denses-là, il y a beaucoup d'animaux sauvages où entre eux, le virus est déjà là, mais ne passait pas de l'animal à l'homme. Okay. Ça restait au niveau des animaux. Puis également la chauve-souris, qu'on dit, qui est porteur du virus. Puis ceux qui sont proches, qui vivent à côté de ces forêts-là, écoute, consomment ces animaux. Ben oui. Puis la maladie est passée de l'animal à l'homme. Comment ça s'est fait? Bon, par quel accident on est arrivé? Bon, alors ça fait que oui, les gens sont contaminés, mais il y a également un volet culturel par rapport à cette maladie-là. Dans certains de ces pays, comme ici d'ailleurs, quand quelqu'un décède, il faut laver le mort, il faut l'exposer, et les gens veulent pleurer la personne qui est décédée. Mais les gens ne fassent pas la distinction en disant « Oh, maintenant ce n'est plus le même contexte. Avec cette maladie-là... » On ne devrait pas faire ça. On ne devrait plus faire ça. Aussitôt que la personne décède, il faut l'évacuer. Mais la personne est malade, il faut l'envoyer tout de suite à l'hôpital. Oui, c'est un être cher qu'on perd. Mais il y a des règles. On aimerait ça d'en perdre peut-être juste un au lieu d'en perdre 4-5. Bon, donc, sur le plan culturel, c'est difficile pour certains d'accepter que je perds un parent, je perds un fils, puis je ne peux même pas le pleurer. Puis ils vont l'enlever, puis ils vont l'isoler, ils vont l'enterrer tout de suite.
Puis c'est cette sensibilisation également qui pose problème et qui fait également que la maladie, ça se propage assez vite. C'est la méconnaissance des règles élémentaires, les règles d'hygiène élémentaire liées à la maladie qui fait que ça se propage assez rapidement. Puis au niveau des soins aussi, parce que je lisais que quelqu'un qui était victime d'Ebola puis qui était dans un pays où il y avait des soins de santé normaux, il y avait comme 40 de chances de s'en sortir. Puis en Afrique de l'Ouest, on dit qu'il y a 10 de chance, 10 des gens qui survivent. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, écoute, ce n'est pas des hôpitaux que les gens ont dans certains de ces milieux qui sont isolés. Et je ne dirais même pas que c'est même pas des dispensaires. C'est Est-ce qu'il y a un thème qui peut désigner un hôpital de fortune? L'hôpital de Brousse? Ben, c'est un hôpital de Brousse. Ouais. Alors, un hôpital de Brousse, quand la personne arrive, qui est atteinte de la maladie, l'isolement n'est pas tout à fait parfait. Oui. Ça, c'est pas parfait. Alors, ça fait que la contamination, on ne doit même pas permettre à d'autres membres de la famille de s'approcher. Mais dans ces hôpitaux de village, écoute, la personne qui est malade, il faut lui donner à manger. Il n'y a pas de sérum. C'est peut-être la famille à qui on va demander de venir alimenter la personne qui est malade. Il s'approche encore du malade, au lieu de le garder en isolement. Non, parce que là, il y a beaucoup de médecins, d'infirmières qui sont des gens de Médecins sans frontières, qui sont morts, en fait, du virus. Là, ça traverse les frontières. Penses-tu que ça va être ça pourra aller vraiment de manière internationale ou que ça a fait activer les recherches pour peut-être trouver un vaccin plus rapidement? Non, les gens vont être capables de circonscrire. C'est ce que ça crée une certaine psychose, la peur. Mais dans les pays développés, ou bien dans les pays voisins où la médecine est bien développée, ils vont être capables d'isoler les gens. Okay. Donc, c'est les structures d'isolement des malades qui font que dans ces pays-là, ça se développe très, très vite. J'imagine un peu l'exemple du Sénégal. Le Sénégal, il y a eu un cas, mais la personne est venue du Libéria, la personne a été contaminée au Libéria, puis la personne est partie, a fui, est allée au Sénégal pour aller déclarer qu'il était à proximité d'un malade atteint de la maladie. Cette personne a été mise en isolement. Puis on a réussi à le guérir. Okay. Puis il n'est pas contaminé parce que la personne sait très bien qu'au Sénégal, ils ont des structures bien faites pour permettre l'isolement. Donc, quelqu'un qui est contaminé ou bien qui est atteint, si on est capable de l'isoler tout de suite, de le mettre à l'écart avec le matériel qu'il faut, les structures qu'il faut, on va pouvoir le garder. Mais quand la personne est malade, puis on cache la personne. Souvent aussi, la crainte que les gens viennent arracher l'être qui est cher. Comme si en le cachant, il allait être moins malade. Ben, c'est la meilleure lecture. Donc, il faudrait que les gens comprennent que oui, quand la personne est contaminée, on a tout ce qu'il faut pour l'isoler. Je donne un exemple bidon. Quelqu'un qui arrive à Alma, Dolbeau, Mistassini, à Québec, aussitôt qu'on trouve que la personne est contaminée, il y a des structures pour l'isoler. C'est ça. La personne est isolée, puis... Donc la propagation est extrêmement limitée. Ça va être très, très, très... J'espère que ça va se régler parce qu'on dirait vraiment un mauvais scénario de film en ce moment. Espérons que les gens... L'OMS a demandé, je pense qu'une quarantaine de millions, je pense que l'OMS a demandé. Écoute, on a des sous pour faire la guerre, on peut au moins donner des sous pour trouver des médicaments pour cette maladie. J'espère. Espérons. Référendum sur l'indépendance de l'Écosse jeudi. Là, quand l'émission va passer, là, on va avoir les résultats, mais là, en ce moment, on les a pas, on ne sait pas ce qui se passe. Ça semble être au coude à coude avec une légère avance du nombre, mais pas assez par rapport au nombre d'indécis qu'il y a là. Grosse question, une grande remontée du oui en fin de campagne. Quand on a commencé à faire la campagne de peur, contrairement à ce qui s'est passé au Québec, là-bas, on dirait que ça allait encourager les gens du oui à nous dire « on ne marchera pas, menace ». Mais c'est drôle, on a l'impression de revivre l'histoire du Québec en observant ce qui se passe là-bas. C'est déjà vu cette histoire qu'on peut comparer à ce qui s'est passé au Québec, mais avec des nuances liées au niveau de la démarche qui a été faite. Parce que chez eux, ce qui est vraiment gagnant, c'est que le gouvernement l'Écosse a discuté avec le gouvernement en place pour trouver une façon même la question, tout a été discuté.
ensemble. Alors, au Québec, c'est le Parti québécois qui a Oui. posé la question, mais là-bas, ils ont trouvé une formule gagnante pour c'est ensemble, ils se sont concertés. Puis on fouille la question, puis si ça passe pas, c'est terminé, c'est Donc, réglé. Puis c'est si réglé. ça passe, Donc, ça, c'est des conditions gagnantes qui sont, je te dirais, en faveur du oui. Parce que c'est discuté, c'est planifié, puis il y a même un document de près de 600 pages qui a été déposé qui donne les pistes au cas où le oui l'emportait. Ouais. Alors, tout ça a été discuté, dont la population est préparée. Mais les gens n'y croyaient pas vraiment, parce qu'en disant que oh, ce n'est pas quelque chose qui va passer. Puis ça fait longtemps en plus que c'est planifié Ben, pour cette semaine. ça fait longtemps que c'est planifié. Alors maintenant, les gens réalisent que, hop, le oui peut l'emporter. Oui, puis là, on sait que David Cameron s'est fait beaucoup dire qu'il est arrivé de tard dans la campagne pour essayer d'aider le camp du non. En tout cas, les gens n'étaient pas tellement contents. Mais j'ai bien hâte de voir, en fait. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, si j'avais un peu d'argent et un peu de vacances, je serais là en ce moment pour vivre ça de là-bas. Comme à l'époque, moi, j'étais allé en Ukraine à l'époque de la Révolution orange en me disant, il faut que je sois là. Mais moi, ce que je trouvais très positif là-dedans, c'est que ça donne une leçon également au Québec. Pour le Québec également, si un jour il y aura un référendum, la démarche, je crois qu'on n'aura pas le choix. Si on veut que ça passe, il faut préparer la démarche. Puis penses-tu que, advenant une victoire du oui, est-ce qu'il pourrait avoir une influence sur le Pays de Galles, l'Irlande du Nord? C'est sûr. Si, je ne veux pas être alarmiste, mais si le oui passe, c'est sûr que ça va donner des munitions à beaucoup de régions qui veulent se séparer. Parce que là, justement, on a vu en Catalogne une manifestation monstre après le sondage qui mettait le oui en avant. Là, c'est en Catalogne, mais après ça, on a le Pays Basque, on a, écoute, la Corse, on a le Québec, il y en a partout à travers le monde, en fait. Puis, écoute, je vais te dire quelque chose. Les gens pensent que se séparer, le référendum, c'est une question passée. Ouais. Pour les gens, c'est qu'on est en 2014, c'est un sujet qui ne peut plus être abordé. Ce n'est plus d'actualité. Mais si le oui passe, pour beaucoup de gens, écoute, ils ne sont plus dans le passé parce qu'on accuse les gens ici qui sont enfermés encore dans le passé, qu'il faut aller de l'avant. Mais là, si à côté, il y a quelque chose qui bouge. Ça fait 800 ans là, que l'Écosse est sous Donc, le régime. c'est un sujet qui va revenir à l'actualité un peu partout. Puis, il n'y a personne qui mesure les conséquences en ce moment. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ça risque de faire bout de neige. Écoute, ce n'est pas contagion, hein, ce n'est pas contagion, mais c'est une remise en question. Les gens vont dire, ah. Puis la réalité, en fait, avec la mondialisation des marchés, c'est qu'on a vu que ce soit, écoute, depuis les années 60, là, il y a une multiplication des États. On est passé de 100 à 197 États. Puis là, on parle du Kosovo, de la Slovénie. Puis là, à cette heure, avec les organisations supranationales économiques que sont l'ALENA, que sont en fait, tous les traités de libre-échange, avec la mondialisation, la question économique est a de moins en moins de poids, en fait. Moins en moins de poids, mais ça joue beaucoup au niveau de l'Écosse. Ouais. Parce que économiquement, l'Écosse est plus riche. L'Écosse a des ressources. Oui, le pétrole. Le pétrole. Même au niveau de la pêche, ils ont à peu près, je me suis bien documenté, 15% de la réserve de l'Europe. Oh, ouais. Donc, économiquement, l'Écosse a tout ce qu'il faut. Écoute, socialement, ils sont proches du Québec. Oui. Ils ont une bonne politique sociale. Alors, ce qui va empêcher les autres régions à se séparer, c'est l'économie qui va peut-être les bloquer. Parce que c'est la même chose en Espagne. La Catalogne, ça roule économiquement beaucoup plus que le reste de l'Espagne. Bon. Alors, nous, au niveau du Québec, ce qui nous empêche un peu, c'est la crainte au niveau économique. Parce qu'on se dit, en ce moment, est-ce que ça va bien? Est-ce que non, ça ne va pas très bien? Bon. Mais eux, là-bas en Écosse, sur le plan économique, ils ont avantage même à se séparer. Ouais. Et les gens disent, la monnaie, est-ce qu'ils vont rester avec la livre sterling? Ils vont embarquer dans l'espace Schengen? Ça, ce n'est pas un problème. Ça va prendre 1 an ou 2. Puis, ils vont s'ajuster parce qu'ils ont les ressources qu'il faut. Donc, oui, ça va remettre les référendums à l'actualité. Mais ce qui va poser problème pour certaines régions, s'ils ne sont pas économiquement fortes, ils ont de la misère à passer. Mais ceux qui sont économiquement fortes,
écoute, ils vont essayer également. Ils vont avoir le goût. Surtout que le nationalisme en ce moment en Europe... On le voit, l'extrême droite, il monte partout. Partout. Il faut juste espérer, parce que je pense qu'il y a du bon et du moins bon nationalisme, espérer que le nationaliste qui monte soit un bon nationaliste, comme on a pu voir à l'époque de la Tchécoslovaquie. Oui. En tout cas. Crise en Ukraine, hein, on dirait qu'on en a déjà parlé aussi plein de fois, mais ça n'arrête pas, en fait. C'est fascinant. Très fascinant, parce qu'on vit la guerre froide en Ukraine. On a l'impression que de 89 à 2014, on a fait silence, puis on recommence les années 90, puis on le vit à travers la crise ukrainienne. Puis c'est assez triste de voir que c'est le même partenaire, comme on peut le dire, la Russie qui agit comme si le bloc soviétique existe encore. Oui, bien en fait, tout ça commence au moment où Kiev décide que l'influence de la Russie, non merci, on veut rentrer dans l'Europe. C'est le point de départ. C'est tout le point de départ. Mais en même temps, écoute, moi, je connais beaucoup. Je suis allé en Ukraine 5 semaines, j'arrive d'Arménie, j'ai parlé beaucoup à des Georgiens, des gens de là-bas. C'est particulier parce qu'ici, on a une vision très nord-américaine de ce conflit-là. Oui. Mais moi, de là-bas, j'ai une version qui est... Vas-y, explique. Qui est très différente parce que techniquement, géopolitiquement parlant, la Russie, la politique étrangère de la Russie depuis la Grande Russie, depuis le 12e siècle, c'est l'accès aux mers chaudes. Oui. Donc ça, à quelque part, ça n'a pas changé, puis c'est bien avant la guerre froide. D'un autre côté, quand tu regardes la carte de la Russie avec les gens qui votent, puis moi, j'ai très bien senti, pas de la Russie, mais de l'Ukraine, tout l'Ouest, écoute, ça vote, mettons, bleu foncé à 80 % et tout l'Est, ça vote rouge foncé à 80 %. C'est deux réalités. Je ne suis pas d'accord sur le comment on est en train de faire ça, mais les arguments des séparatistes pro-russes, on fait le saut, là, mais c'est exactement les mêmes arguments que les séparatistes québécois. Là. On ne s'éloigne pas de beaucoup de ça. Là. Mais dans ce que tu es en train de nous dire, c'est que les gens, le nationalisme slave, c'est qu'ils se sentent proches de la Russie. C'est le panslavisme qu'on appelle, la Grande Russie. Foncièrement, ils se sentent proches de la Russie. Oui. Que de l'Ouest, que de l'Europe. Clairement. Et eux, est-ce qu'ils veulent être indépendants? Est-ce qu'ils veulent... Bon, là, c'est une question qui leur appartient. Mais il y a clairement deux réalités dans ce pays-là qui sont difficilement... Mais quand, en plus, ils ont été élevés sous une dictature communiste, l'accès aux armes, c'est ça qui fait que ça dégringole, en fait. Puis, c'est ça. Puis là, ben, je ne parlerai pas de la position canadienne parce que moi, ça me fait rire. Parce que quand on parle, tu sais, en politique, il y a tout le temps les vraies puis les bonnes raisons. Puis les bonnes raisons sont là, la liberté, des trucs comme ça. Tous les beaux discours vont être là-dedans. Mais quand on tombe dans les vraies raisons géopolitiques, on s'aperçoit que... Mais je pense que l'Occident fait erreur au niveau de la culture démocratique. C'est que ici, en Occident, on a été éduqué, on a été élevé au niveau de la liberté d'expression, liberté de choix, qui fait que quand on parle de ces crises-là, on le voit avec les lunettes de quelqu'un qui a été élevé avec une culture démocratique. C'est comme ancré en nous. Or, là-bas, ils ne sont pas encore rendus à cette étape. La corruption est encore élevée. Écoute, quand tu vois comment les gens veulent trancher, pour eux, c'est pile ou face. Et non pas à la négociation. Quand tu parles même de négociation, pour eux, c'est non. Non, mais c'est triste. Parce que moi, tu vois, j'étais en Arménie, la plupart des gens là-bas me disaient qu'ils comprenaient très bien la position de la Russie là-dedans. Oui. Puis eux, en même temps, ils sont indépendants, puis ils veulent garder leur indépendance, mais ils sont très fiers de ça, mais ils comprennent parce... Mais c'est les moyens. Le problème, c'est toujours les moyens. Les moyens, comment M. Poutine... Moi, je l'avais dit la dernière fois ici, quand on avait fait le débat sur le sujet, c'est un militaire. Oui. Puis les gens oublient que c'est un ancien du KGB. Oui. Donc, lui, tout ce qu'il a appris à faire, c'est avec la force. Contre l'information, la force. Donc, lui, il a été éduqué, il a été élevé, il a travaillé plusieurs années en Allemagne comme espion. Écoute, il est représentant du KGB en Allemagne. Donc, c'est la force. Puis, négocier avec Poutine... Ça doit être difficile. Ça doit être difficile. Oui, même dans le pays, la Douma, c'est un semblant de démocratie. C'est une dictature autoritaire, dans le fond. Mais c'est le moyen par lequel ils sont arrivés. Puis quand tu vois le vol de Malaysia Airlines qui a été abattu, des innocents qui ont été abattus, tu dis, est-ce que ça vaut la peine de tuer 300 personnes innocentes de notre pays à cause
d'opinion à cause Mais tu sais, en même temps, là, ici en Amérique du Nord, on va dire là, c'est pas correct d'utiliser la force, l'armée, etc. Mais quand on soupçonne qu'il y a quelque chose en Irak, en Afghanistan, on arrive avec l'armée là-bas, puis on fait exactement la même chose. Là. Ben, c'est parce que faut pas que tu mélanges les sujets. Non, je ne veux pas mélanger les sujets, mais tu sais, techniquement, là, ça ne fait pas notre affaire. On n'est pas capable de négocier avec vous. Bon, on va envoyer l'armée. On fait ça aussi. Ben, pas le Canada, mais je parle. Mettons, je vais parler des États-Unis. Parce que pour l'Ukraine et la Russie, on se compare souvent. On se dit, sans s'en rendre compte, que c'est la même culture, c'est la même éducation. Sauf que, non. On est beaucoup trop en avance par rapport aux pays de l'Est au niveau de la démocratie. Ouais. Sur le plan technologique, oui, ils sont avancés tout comme nous. Mais au niveau des opinions, au niveau de la démocratie, on n'est pas à la même étape. Mais quand on parle de l'Irak, on considère qu'ils sont arriérés dans plein de choses. Donc, il faut aller leur montrer. Il faut aller leur montrer c'est quoi la paix, c'est quoi la démocratie. C'est quoi la paix? C'est trop drôle comme phrase. C'est ça. On veut leur... Mais quand on parle du reste de l'Occident, écoute, la Russie fait partie de l'Occident. Oui. Mais c'est certains qui ont été pendant, écoute, ça a été le régime tsariste jusqu'en 1917, puis après ça, c'est une dictature communiste. Ben, Donc, les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre les anciens pays sous-développés, qui sont l'Irak et les pays arabes. Donc, on a encore cette vision, c'est la religion, ils sont pas sous-développés, c'est le turban. Donc, on a une connotation assez péjorative quand on veut parler de ces pays-là. Bon, alors, quand tu vois les associés des journalistes, ils ne nous aident pas à penser autrement. Bon, OK. Mais quand on va en Ukraine puis en Russie, c'est aussi la barbarie. Hein? Quand tu vois comment les gens... Écoute, l'Occident ne veut pas nous montrer les images de ce qui se passe à l'est de l'Ukraine. Non, parce que c'est sûr que c'est... Tu sais, des combats, là, c'est jamais cute, là. Bon, donc, il n'y a jamais eu de guerre propre. Non. Dans ce qui s'est passé, on ne veut pas les juger. Je peux même aller plus loin. La guerre entre la Palestine et l'Israël. Embarque-moi pas là-dessus. Bon, OK. Regarde comment l'Israël a écrasé combien de soldats. Ben, je n'ai pas le droit de dire. Il n'y a pas de parti pris, mais c'est juste de voir. La réalité, là. Les forces en présence. Puis de dire, oh mon Dieu. Mais on le voit, là, il y a les soldats, l'état-major du régiment le meilleur régiment israélien qui a dit, nous, on arrête, là, ça n'a pas de sens. Là, non, c'est l'abus de pouvoir. Là. La leçon, c'est qu'il n'y a jamais eu de guerre propre. La guerre, c'est la guerre, mais c'est arriver à aller par le dialogue. Et moi, ce qui me traumatise encore plus dans l'histoire de la Palestine, et là, c'est... Israël, ils se sont fait donner ce territoire-là après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont une énorme capitale de sympathie avec la Deuxième Guerre mondiale et c'est totalement mérité. Mais quand tu regardes le traitement des gens qui sont à Gaza présentement, puis le traitement des gens qu'il y avait à Varsovie en 1940... Non, mais écoute, c'est pas le sujet que tu as inscrit à l'autre jour. Je sais, mais c'est sûr que après cette guerre, le sentiment de sympathie par rapport à Israël, au niveau d'Israël, ça a beaucoup baissé. Ouais, il n'y a personne qui veut parler. On en parle, on ne veut pas en parler. Parce que Gaza, c'est un ghetto. Là. Oui, écoute, c'est les enfants qui ont été tués. Peu importe qu'on nous dise que les enfants ont été utilisés, mais c'est des enfants pareils. Il faut discuter. Il n'y a rien qui peut remplacer le dialogue. Et Isaac Rabin, les autres, ils ont négocié. Ils avaient avancé un peu. Puis maintenant, on a l'impression que tout ce qui a été fait, Rabin et Arafat, c'est anéanti. Mais oui, mais je comprends. Mais c'est comme... mais aussi, comment je pourrais dire, comme les colons, les colonies juives. Oui. Tu sais, c'est comme si, moi, je partais avec ma petite famille, je m'en allais, je traversais la frontière américaine, je m'en allais au Maine, je prenais une partie du territoire, je disais, maintenant, c'est au Canada. D'autres, on habite ici, puis on est Canadiens, puis on est au Canada parce que, historiquement, c'était la Nouvelle-France, et puis ça nous appartient. Hey, le gouvernement me prendrait, me battrait le cul, puis me ferait traverser la frontière, ça serait le terrain devient glissant. Revenons à notre sujet. Ouais, en tout cas, c'est parce que je trouve ça élevé. On parlait de l'Ukraine. Oui, on parlait de l'Ukraine. Mais tu m'as amené à parler. Parce que c'est des sujets passionnants en même temps. C'est triste de voir qu'on est en 2014, puis on n'est pas capable, par la négociation, de faire comprendre les uns aux autres. Écoute, arrêtez de tirer. Puis,
c'est quoi les intérêts qui sont en jeu. Mais c'est la géopolitique internationale qui se joue. Ouais. La Russie aujourd'hui veut se faire respecter. Et M. Poutine est prêt par tous les moyens. Écoute, militairement, il veut se faire respecter. Économiquement, il a le pétrole, il veut imposer son point de vue. Il veut même créer une autre banque, à part au-delà de la Banque mondiale. Il veut créer une autre structure. Et sur le plan sportif, écoute, les Jeux olympiques, vois comment Poutine met de l'argent dedans. Oui. Alors, il veut la puissance, il veut retrouver la puissance de l'ex-URSS. La Grande Russie, le panslavisme. La Grande Russie. Alors, il est toujours dans cette idéologie et pour lui, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Mais c'est triste de voir que c'est au détriment des vies humaines. Mais je suis d'accord, c'est dans les moyens qu'on n'est pas d'accord souvent. C'est Je les pense qu'on moyens. a le droit d'être en désaccord, mais là, C'est les tout le moyens. temps les armes. C'est les moyens qu'on condamne parce que c'est trop. Et d'une crise à une autre, l'État islamique en Irak qui décapite des journalistes et puis qui ont pris possession des territoires où il y a du pétrole, qui vendraient au noir pour 1 milliard de pétrole par semaine pour s'armer. Et là, les États-Unis, Canada disent il faut le venir en aide, il faut aider les Kurdes, il faut aider les Irakiens, on va faire des frappes, on va envoyer des drones. En fait, on ne veut pas envoyer de troupes au sol parce qu'on va espérer qu'il y ait un soulèvement comme il y a eu à l'époque, mais est-ce que tu y crois ou tu penses qu'on s'embourbe encore dans quelque chose de nouveau? Puis en même temps, on ne peut pas les laisser faire, ils sont complètement... Écoute, moi, tout ce que je peux dire, c'est un monstre qu'on a créé nous-mêmes. Oui. Ça, il faudrait que l'Occident reconnaisse que l'État islamique, c'est un monstre que nous avons créé, que les États-Unis ont créé en s'attaquant à l'Irak. Puis c'est ce monstre-là qui s'agrandit, qui s'agrandit. Vous n'avez pas le droit d'aller attaquer un pays pour x, y raison, parce qu'ils ont la bombe atomique, ils ont aussi... Écoute, il y avait un ordre dans ce pays-là avant. Maintenant, on l'a réduit à néant. On a licencié toute l'armée irakienne pour créer une autre armée. Donc, ce que George Bush a fait, George Bush père, George Bush fils, ils ont créé un monstre. Puis ce monstre-là a été alimenté par qui? Par l'Arabie Saoudite, par les États de Golfe, qui ont donné des moyens à ces gens-là. Puis aujourd'hui, que c'est rendu un monstre incontrôlable. Oui, puis même si on remonte aux années 80, c'est les Américains qui ont créé Al-Qaïda, qui les ont armés, puis qui les ont entraînés pour qu'ils défassent les Soviétiques qui étaient en Afghanistan à ce moment-là. Je pense qu'il est temps que l'Occident comprenne que, écoute, c'est triste qu'on ne continue pas à payer pour cette guerre-là déclenchée en Irak. Il faut qu'on arrête de jouer aux gendarmes un peu partout, puis à voir ce qui nous regarde. Mais au même moment, c'est de la barbarie. Écoute, on a l'impression de revivre à l'âge de la pierre taillée où on peut... C'est comme on est au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, puis on fait les croisades. C'est comme si on revivait les croisades à travers... Mais c'est barbare ce qu'ils font dans ce pays. C'est vraiment barbare. Il y aura une coalition, mais jusqu'à quand? J'espère que l'Arabie Saoudite va jouer un franc jeu. J'espère que les États du Golfe également vont jouer un franc jeu parce que l'Arabie Saoudite, la religion, c'est l'islam, c'est le wahhabisme. C'est l'islam extrême qui est en Arabie Saoudite. Puis les princes saoudiens ont mis en avant cette religion pour se protéger, pour protéger leur pouvoir. On revient à Machiavel. Donc, c'est ça. Donc, cette façon de pratiquer la religion islamique va toujours les protéger. Les règles sont assez strictes. Puis l'État islamique en Irak, qu'est-ce que ce État applique? C'est les mêmes règles appliquées en Arabie Saoudite, mais un peu à l'extrême. Ouais. Donc, puis aussi dans une organisation sociale et politique qui est chaotique. Mais c'est eux qui ont mis ça. Il y a quelqu'un cette semaine qui parlait de Frankenstein. Ouais. C'est comme si toi-même tu crées un monstre, puis maintenant on te dit arrange-toi pour le liquider. Ouais, c'est fou. Il faut qu'ils liquident parce qu'ils l'ont créé de toutes pièces. Contre qui? Contre la Syrie. Maintenant, étant incapable de prendre le pouvoir en Syrie, là, cette armée revient en Irak.
Oui, en Irak également, ils ont trouvé une situation confortable en Irak parce que l'armée a été dissoute quand George Bush a envahi le pays. C'est des anciens militaires que l'État islamique a recrutés pour faire son armée. Écoutez, on ne sait pas comment ça va finir. Non, mais ça va sûrement pas être joli. C'est déjà pas joli. Ouais. En tout cas, c'est fou, hein? Comment on a l'impression que c'est le bordel dans le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas eu l'impression que c'était autant le bordel dans le monde. Non, je pense qu'en ce moment, c'est vraiment le bordel. Hein, parce que l'Occident est mal pris avec la crise ukrainienne, mal pris avec les islamistes. Mal pris, même avec les organisations. Quand tu regardes, voyons pas l'ONU, mais l'Union européenne, financièrement, ça a été difficile les dernières années. C'est mal pris. Puis, il y a également... de l'extrême droite. Il y a un autre pays qui va encore ressortir, la Libye. Oui, parce que c'est la même chose. On est allé déstabiliser l'organisation politique. La Libye, on est allé envahir, on est allé détruire. Alors, on dit, le dirigeant, il faut l'éliminer, nanana, Maintenant, la Libye, c'est la guerre civile totale. Ouais. Le gouvernement s'est déplacé, ce n'est plus la capitale. Mais le gouvernement n'est plus en place. Ouais. Donc, c'est les islamistes qui ont un peu le pouvoir. C'est comme si, avec l'intervention de l'Occident, on est en train de faire le lit pour les islamistes pour qu'ils prennent le pouvoir. Puis, écoute, puis comme eux, en Libye, ont juste 3% du pétrole mondial, ben, on va s'en occuper plus tard parce que l'Irak est plus important. Ah, ben là, c'est parce qu'eux, ils forment les armées pour aller se propager un peu partout. Ça va être... en tout cas... Hey, Raphaël, c'est déjà terminé. Ah! Hey, c'est fou, hein? On parle, c'est extraordinaire. Et avant de terminer, oui, on va remercier Raphaël, toute l'équipe Gino, tout ça. J'espère que vous aimez ça. Écoute, c'est enlevant, en fait, ces discussions-là. Je trouve ça même fascinant qu'on puisse faire ça à la télévision, réfléchir tout haut comme ça sur les sujets d'actualité. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez des sujets que vous aimeriez parler, revenir sur ce qu'on a dit, peu importe, écrivez-nous tvldm9@videotron.ca et maintenant sur Facebook. Trouvez-nous sur Facebook, devenez membre. Tous nos reportages, nos émissions, les nouvelles, vous allez les avoir directement sur votre Facebook et ça va faire changement de vidéos de Minou drôle. Non, mais là-dessus, je vous souhaite merci, à la semaine prochaine et passez une belle semaine. Au revoir.